Bienvenue à la causerie de ce lundi matin avec au menu une question fondamentale. Pourquoi célèbre-t-on chaque année la fête annuelle? Et pour réfléchir autour de cette grande question, j'ai sur ce plateau professeur Bienvenue à Koha. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes enseignant-chercheur à la retraite. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, docteur Raymond Assogba. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes sociologue à l'université d'Abomey-Calavi. Merci aussi de votre présence sur ce plateau. Et puis, professeur Roger Gbenyovi, bonjour professeur. Bonjour cher ami. Vous êtes ancien ministre, enseignant-chercheur aussi à la retraite. Merci. Non, je me suis retiré à Ouida. Vous n'êtes pas à la retraite. Pas nécessairement. Merci quand même d'être venu échanger avec nous ce matin. Et je vais commencer avec vous, professeur. Bienvenue à Koha. D'abord, pour pouvoir mieux cerner cette question de célébration annuelle de la fête nationale, on ferait peut-être mieux de commencer par d'où c'est parti, que ce soit ici comme ailleurs. Comment a-t-on eu l'idée de célébrer chaque année la fête nationale? Ah oui, ça c'est une très grande question parce que vous voyez, la fête, je pense que ça fait partie d'un besoin du genre humain. Dans toutes les sociétés, vous avez toujours des fêtes cycliques. Je prends par exemple la Pâque juive. C'est créé pour célébrer leur sortie d'Égypte. Après, les chrétiens l'ont retenu pour célébrer la résurrection du Christ. Vous voyez, de la même manière, lorsque vous venez dans nos traditions ici, vous voyez qu'il y a des fêtes tous les ans dans les grands royaumes. Ben, c'est fait pour souder l'unité de la population. Et c'est aussi une thérapie de groupe. C'est aussi une thérapie de groupe parce que, je dirais même un genre d'exutoire pour évacuer les stress et ressouder. Et nous avons pris l'habitude de fêter parce que le 1er août marque un départ structurellement quelque chose de nouveau. Une république est née et on fête la République, la naissance de la République, pour que toutes les composantes de cette jeune nation en création se retrouvent à travers cette fête-là. Et cela n'a rien d'original, puisque les Français, dont nous avons plus ou moins hérité de la culture, fêtent, eux, le 14 juillet. Ce 14 juillet, je crois que c'est la prise de la Bastille en 1789. À partir de ce moment-là, ils ont rompu avec le système de la royauté pour avoir le système de la République. Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, ils continuent de fêter. Vous allez aux États-Unis, ils ont leur fête, les Belges ont leur fête, et je crois qu'il n'y a rien de déshonorant à ce que le Bénin aussi ait une fête nationale. Et je pense que c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses. Alors, professeur Roger Gbenyovi, pensez-vous également que ça a besoin de célébrer cette fête? Mais je crois que mon collègue, j'allais dire mon jeune collègue, il n'est pas si jeune que ça, eh bien, a dit l'essentiel. La fête nationale, c'est pour que la nation se sentent ensemble. La nation ne se sent pas ensemble tous les jours que Dieu a fait. Chacun va à ses affaires. L'ouvrier maçon va à ses murs, le professeur va à ses enseignants. Donc la fête nationale, mais c'est pour que toute la nation du nord au sud se sente ensemble. La fête régionale, mais c'est pour que la région que nous formons, différente de sa région à lui, se sente ensemble. La fête paroissiale, puisqu'il a commencé par la fête juive, c'est pour que la paroisse se sente ensemble. Donc la fête nationale, revenons à elle, c'est pour que toute la nation se sente ensemble. Maintenant, que faisons-nous à l'occasion du 1er août
pour que la nation se sente ensemble, vous n'avez pas encore posé la question. Ça, c'est vrai. On va y revenir tout à l'heure. Dr. Raymond Assokba, est-ce que sociologiquement, on peut trouver une explication à cette célébration annuelle, dès l'origine déjà? Dès l'origine, ça suppose l'histoire. Bien sûr. Bon, disons ontologiquement ce que moi je peux dire. Dans notre terroir, la fête qu'on connaît, c'est la fête des Ignam. Et cette fête donne lieu à un défilé au cours duquel les populations circulent avec les fruits des récoltes. Mais il faut considérer que d'une fête à l'autre, la fête sanctionne historiquement la rupture d'un cycle et le recommencement avec un autre cycle. Il faut dire que originellement, la société est agrémentée d'un certain nombre de règlements, de structures qui s'enchaînent, qui se complètent. Mais il arrive un moment où il y a des dysfonctionnements. Tout comme au niveau de l'individu, il est doté à l'origine d'un certain nombre de dispositions capacitaires qui, en affrontant la vie, diminuent en termes de compétences. Et donc la fête permet à l'individu de refaire son état mental et aux sociétés de renouer avec l'enchaînement des structures et pourquoi pas aussi le rappel des objectifs pour une forme de performance plus accrue. D'accord. Pour des raisons techniques, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Voilà. Professeur Roger Bignonvi, tout à l'heure, en faisant l'histoire un peu avec le professeur Akora, on est un peu remonté dans les années même 1700 déjà en France, par exemple. Il y a d'autres nationalités, d'autres pays qui célèbrent aussi la fête nationale. Mais est-ce que pour le cas du Bénin, on a voulu instituer cette fête nationale parce que ça se faisait ailleurs? Non, on ne l'a pas institué parce que lui et moi, je ne sais pas quel est le cas de notre ami en face, je ne sais pas dans quel pays il est né, s'il est né au Dahomey ou au Bénin, mais nous qui sommes nés au Dahomey, nous avons fêté très régulièrement le 14 juillet, c'était notre fête, nous avons chanté la Marseillaise, nous avons fait le lever des couleurs bleu, blanc, rouge. Nous nous sommes aperçus le 31 juillet que, attention, quelque chose va se passer demain. Et ce quelque chose qui s'est passé le lendemain est très important parce que nous n'étions plus en France, nous étions au Dahomey avec un drapeau nouveau, avec un hymne national nouveau, etc. etc. C'est quand même quelque chose d'étonnant que nous n'ayons pas fait une crise. Nous étions des enfants. Et même ceux qui n'étaient pas des enfants n'ont pas fait de crise. Et nous avons donc transplanté tout simplement sur le 1er août ce que la France nous faisait faire 15 jours avant. Ce que la France faisait en grand à Paris, eh bien nous l'avons fait à notre niveau le 1er août, 15 jours après à Cotonou et puis un peu dans toutes les grandes villes, y compris Ouidah qui en était une à l'époque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, même question, professeur, bienvenue à Cora. Ben oui, je fais partie des dernières générations qui ont chanté la Marseillaise à l'école pour fêter, célébrer la 14 juillet, les fêtes de 14 juillet. Donc, nous avons découvert avec beaucoup d'enthousiasme, il faut le dire, en 1960, l'hymne national, l'Aube Nouvelle. Alors, je pense que ça marquait pour nous, effectivement, le vrai départ. Parce que nos instituteurs prenaient soin de nous dire que plus rien ne devrait être comme avant. Et que c'était désormais nous qui avions la responsabilité de construire le Dahomey nouveau. Et l'enseignement était orienté de manière élitiste. Et nous étions convaincus en ce moment que nous étions à l'école pour être l'élite d'une jeune et toute nouvelle nation. Cela galvanisait un peu tout le peuple dahoméen à l'époque.
Et je pense que ce n'est pas une mince affaire. On ne peut pas dire que c'est une indépendance nominale. Non, à l'époque, nous, on y croyait dur comme fer. Bon, je pense que la fête a pris toute son importance à partir de cet enthousiasme que nos parents, les instituteurs de l'époque aussi, nous faisaient, nous transmettaient. D'accord. Voilà. Docteur Sogba, vous n'avez pas vraiment achevé vos idées tout à l'heure. Est-ce que vous vous retrouvez... Parce que justement, dans l'évolution de cette réflexion, on voit un peu sur le cours de l'histoire. C'est vrai que nous, particulièrement, on n'était pas forcément là en 1960, ni même en 1961. Mais est-ce qu'à l'époque, on peut dire qu'il y avait un besoin d'instituer ou encore de célébrer cette fête-là? Parce que déjà, la puissance colonisatrice, la France, célébrait la fête le 14 juillet. Oui, mais il faut considérer que... moi, vous m'avez demandé par rapport à l'origine. Oui, j'ai dit ce que nous faisions. Mais il faut dire que 1960, c'est une rupture en termes de... disons que c'était la période, la fin de la période coloniale et de la décolonisation, hein, et la création des États africains. Il faut dire que dans cette période-là, les anciens combattants qui ont aidé à libérer la France ont démontré quelque chose. C'est que les nations, les alliés, les nations internationales ont demandé à la France d'accorder la liberté à ses colonies, puisqu'elles-mêmes découvrent ce que c'est que la liberté. Et donc les colonies devaient recouvrer leur liberté. Et donc c'est là où la France, justement, a dû imaginer la loi Gaston Defferre pour favoriser la création des nouveaux États qui doivent conduire ces nations qui vont adhérer à l'Organisation des Nations Unies. Donc il faut considérer que cela fait partie, si vous voulez, est-ce qu'il faut parler de l'histoire officielle? C'est une interrogation, mais ce qui est sûr, l'existence d'un État dahoméen est partie justement de cette déclaration du 1er août. Et on parle de la fête de l'indépendance. Bien sûr, la question a été soulevée dans les propos des aînés qui sont là. Une fête nominale. C'est-à-dire que véritablement, est-ce que les aspirations de ce peuple sont-elles prises en compte dans la manière dont l'État sera géré après? C'est un élément de débat qu'on aura abordé. Mais il faut considérer, moi, de mon point de vue, c'est un emprunt. C'est un emprunt, puisque pour exister en tant qu'État, nous sommes passés par le giron de la France, qui a organisé les artifices juridiques de l'existence des populations sur ce territoire. Mais il faut reconnaître que ces populations existaient. Il faut tout de suite poser aussi que la problématique intègre le fait que de 72, ou du moins de 75 à 89, on n'a plus célébré autant avec ferveur cette fête. Qu'il y a eu il y a eu une rupture, il y a eu la période de la Révolution. Et que c'est après le renouveau démocratique qu'on est revenu à ça. Donc, ces allers-retours, quand même, on constitue une somme de matériaux historiques qui interpellent la recherche, qui interpellent les chercheurs et qui interpellent les personnes d'opinion. Alors, professeur Roger Benyovi, doit-on dire que c'est un héritage colonial, la célébration de la fête? Doit-on dire que c'est un héritage colonial? Ben, je vous réponds oui. Et qu'est-ce qui n'est pas héritage colonial dans notre vie de Dahoméen et de Béninois? Il faut reconnaître humblement que c'est la France qui a fait le pays qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait le Dahomey et qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, qui a fait le Togo, qui a fait le Burkina Faso, lequel Burkina Faso était plus ou moins ensemble avec le Dahomey. On n'a pas toujours été ensemble. Et même si au congrès de Berlin, bon, mais ils ont taillé tout ça,
C'est petit à petit que tout ça s'est mis ensemble. Et puis voilà, nous sommes retrouvés le 1er août. J'avoue, ensemble avec des gens que la France a décidé de mettre ensemble. Donc la fête nationale, c'est un héritage colonial, comme nous-mêmes, en tant que Dahoméens, en tant que Béninois, nous sommes un héritage colonial. Donc il faut assumer cet héritage. Un héritage, ça s'assume, on ne l'a pas demandé. Mon père, ma mère m'ont laissé certainement des choses, des habitudes, une terre, là où je suis né. Maintenant, il faut que j'assume. Je ne suis pas d'Abomey, c'est lui qui est d'Abomey. Moi, je suis de Ouida. Il faut que j'assume ma ouidaïté, mais que mes parents m'ont laissé en héritage, etc. Très bien. Assumer, c'est important. Assumer. Oui. Professeur bienvenue encore. Dans quelle ferveur a-t-on célébré pour la première fois la fête nationale ici au Dahomey? Ah ben, je n'y étais pas. D'accord. Parce que je n'avais pas les moyens d'y être. J'étais dans mon petit village d'Atogon, pendant que les bonnes choses, les choses importantes se déroulaient à Porto-Novo. Vous deviez avoir quel âge En 1960, j'avais exactement 12 ans. D'accord. Donc, j'étais à Togon et les choses se passaient. Mais j'avais déjà appris l'hymne national, l'Aube Nouvelle. En 1960, je connaissais par cœur, enfin, je chantais déjà l'hymne national avec ferveur. Parce que j'avais des instituteurs de génie qui y croyaient et qui nous transmettaient cette ferveur-là. Mais ce n'est pas difficile de transmettre à des nègres du Dahomey la ferveur festive. Parce que dans nos traditions, nos royaumes, notre culture, nos cultures endogènes, il y avait des fêtes annuelles, les Huitanou et autres qui étaient de véritables célébrations. Vous savez, au niveau du culte vaudou, vous avez les parades de vaudou tous les mois de décembre. Par exemple, c'est parce que ça correspondait à la période de sécheresse où on n'allait plus au champ. Donc, il y avait possibilité de célébrer. Donc, toutes les fêtes, comme la célébration des ancêtres, c'était déjà en décembre. Donc, les Français nous ont transmis 14 juillet, d'accord, à 1er août. Je suis totalement d'accord avec l'analyse de Roger Béonvie, le professeur Roger Béonvie. Bon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cela, mais je peux dire que nous avons mis une âme dahoméenne dans les manifestations du 1er août. Une âme dahoméenne. Parce que nous savions fêter avant que les Français ne viennent nous coloniser. Et ces fêtes-là avaient leur démonstration. Le collègue d'en face vient de me dire qu'on célébrait les moissons. Oui. On célébrait les moissons. Mais la façon aboméenne de célébrer les moissons, justement, c'est de rendre hommage aux rois et aux ancêtres une fois par an. Et c'est une fois par an qu'on se ressourçait, on redevenait dahoméen autour du roi du Dahomey. Donc tout le monde venait de partout pour célébrer et une fête royale, mais doublée d'une fête culturelle de vaudou, c'est-à-dire la religion d'État de l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas séparation entre le temporel et le spirituel. Donc autant on fêtait le roi, mais on devrait fêter les ancêtres par le culte des ancêtres, dont la quintessence à Abomey est le culte du Nesoué. Alors donc vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu, même dans les défilés, il y a des parties où vous voyez clairement que c'est les traditions endogènes qui ont inspiré ceux qui ont façonné ces parades militaires. Et là, vous connaissez la fameuse marche des paracommandos, qui est le point d'attraction le plus... on va dire culminant peut-être. Oui, enfin la population aime cela. Et ce n'est pas un hasard.
parce que ça rappelle la marche des Amazones devant l'esplanade qui est devant le palais des rois du Dahomey, qui abrite aujourd'hui le musée Dahomey. Oui. Donc vous voyez, cette grande esplanade-là, c'est faite pour accueillir ces manifestations festives. Alors, docteur Assogba, qu'est-ce qui avait suscité ces émotions dont parlait le professeur tout à l'heure au sein de la population en ce moment, pour qu'on aille à la célébration? En termes d'émotions, il faut dire que vous savez qu'une nation qui se construit intègre des périodes de lutte. Et il y a des citoyens qui se sont sacrifiés pour cette nation. Et vous savez aussi les conditions tragiques dans lesquelles les Amazones ont été éliminés. Il faut dire éliminés parce que c'était leur bravoure supportait quand même une certaine idée de la vie et de la nation dahoméenne. Donc il faut considérer que en termes d'émotion, on célèbre aussi les morts. Lorsqu'on on célèbre la fête de l'indépendance, ça a un nom, on pense aux soldats inconnus, d'accord? Et donc c'est cela qui traduit un peu ces émotions dont on parle, d'accord? Mais de l'autre côté, il faut aussi ajouter que le jour de la célébration de la fête de l'indépendance, il faut intégrer le discours du chef de l'État, qui doit rappeler les objectifs atteints depuis la dernière célébration et qui ouvre aussi à la prospective de ce qu'il faut pour le nouveau cycle qui arrive. Donc tous ces paramètres les uns dans les autres, vous l'avez génère en l'individu, dans la psychologie des habitants, une émotion. Et cette émotion, c'est un peu comme on recharge une batterie. D'accord? Il s'agit donc de retrouver l'instinct des enchaînements qui peut favoriser donc en fait la remise au travail. Et donc ce que je peux dire par rapport à cet aspect émotif ou émotionnel de la célébration des fêtes de l'indépendance. Mais là aussi, il faut dire que de la République, en 60, nous avons hérité justement la problématique du développement, où on nous a montré par rapport à la coopération, les secteurs dans lesquels la force productive doit être investie. Et donc, tout cela fait partie donc, de l'importance attribuée à la fête de l'indépendance. Mais avec le temps, le développement n'a jamais été atteint. Et au fil de la célébration des fêtes de l'indépendance, vous allez découvrir qu'il y a une série de discours, il y a une série de concepts tels que le mal développement, le sous-développement, la pauvreté qui vont jaillir. C'est vrai. Et donc à partir de ce moment, c'est la célébration de l'indépendance par rapport aux générations actuelles, évidemment, pose donc la question de certains se demandent s'il faut continuer dans la mesure où nous végétons toujours sans tenir compte évidemment des transferts technologiques, des transferts technologiques qui viennent. Avant, il n'y avait pas la télé. On est d'accord, bien sûr. On va revenir un peu sur la suite tout à l'heure, sur cette question de savoir s'il faut continuer ou pas. Professeur Roger Beyonvi, on a longtemps dit fête de l'indépendance. Ailleurs, on dit fête nationale. Est-ce que cette coloration de fête de l'indépendance qu'on a mise dans la fête depuis peut-être 1960 jusqu'à aujourd'hui, peut-être vous allez
confirmé tout à l'heure. Est-ce que ça a donné une nouvelle couleur à la fête? Pour qu'on se dise, bon, on était esclaves, maintenant on n'est plus esclaves, et donc on célèbre notre liberté, sans peut-être penser à autre chose que ça. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Vous avez constamment ou très souvent parlé d'enthousiasme, et surtout lui, ferveur. Oui. La ferveur constatée le 1er août est venue d'un malentendu. D'accord. Personnellement, je n'ai pas senti cette ferveur, parce que peut-être je ne voyais pas la différence entre hier 31 juillet et aujourd'hui 1er août. Si, il y a une petite différence que m'a fait sentir le curé, mais je l'ai compris beaucoup plus tard. D'accord. Et je répondais donc à la question que vous avez posée, à savoir... Est-ce que la coloration fête de l'indépendance a peut-être donné une certaine couleur particulière à la fête? Oui, à la fête nationale. Donc tout est parti. Il a posé la question parce que 3 ans, alors là j'étais devenu complètement conscient pour se dire 3 ans après l'indépendance. Oui. Mais tout le monde, à Ouida où j'étais, je parle toujours de Ouida pour ne pas... Oui. Tout le monde disait, mais les Blancs n'ont qu'à revenir. Les Blancs, si c'est ça, les Blancs n'ont qu'à revenir. Vous n'étiez pas là. C'était poignant. D'où venait la ferveur? La ferveur venait de la traduction de l'indépendance, mais Djemide ici. C'est ça. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais nous sommes maintenant responsables de nous-mêmes. Donc les vexations coloniales, il y en avait, c'est fini. Quelles étaient les vexations coloniales? Il fallait payer des impôts, par exemple. Des impôts de toutes sortes. Le sorabi était interdit de vente, etc., etc. Maintenant, tout ça va s'arrêter parce que c'est nos enfants qui sont au pouvoir. C'est donc nous qui sommes au pouvoir. Et les populations se sont très vite aperçues que non seulement rien n'avait changé, et que si les choses avaient changé, elles avaient changé, je crois, en moins bon. On leur demandait de faire beaucoup plus d'efforts parce que le colonisateur a retiré quand même certains avantages avec ou sans guillemets, etc. Donc voilà pour l'indépendance. Pour la coloration nationale, je la préfère, cette coloration, à la coloration indépendance. Parce que ce qui s'est passé le 1er août, c'est grave. Grave au sens latin du terme. Sous ton... Et au sens lourd. Nous sommes réveillés le 1er août 1960, tel que nous étions en 1894, lorsque le blanc a vaincu Abomey. Le blanc a vaincu Abomey, a vaincu le Dahomey. Abomey qui faisait courir tout le monde. Les Adja, tout à l'heure vous avez parlé des Adja Keitou, je ne sais pas s'ils portent Abomey dans leur cœur, ils ne connaissent pas très bien Ouida, mais ce n'est pas grave. Et donc, Abomey qui faisait courir tout le monde. Et ce qu'on ne dit pas, je voudrais apporter un petit bémol à ce qu'a dit le docteur Assoba en face, ce qu'on ne dit pas. Mais c'est que les gens qu'on appelle aujourd'hui, qu'on a appelés Dahoméens, et qu'on appelle aujourd'hui Béninois, j'imagine que les gens à côté de moi là-bas, les Wati, se sont réjouis lorsqu'ils ont appris que le roi d'Abomey avait été vaincu. Et ils ont certainement applaudi parce qu'au jour d'aujourd'hui encore, on a une peur bleue des fonds. Et les fonds, c'est les Aboméens d'abord et les Ouidaniers qui leur sont accolés. Et donc, tout n'est pas... nous nous sommes nés nous nous sommes retrouvés le 1er août dans une nation, le 1er août 1960, dans une nation qui n'existait pas, qui reste à faire de nos jours. Et c'est pourquoi je préfère la coloration faite de la nation pour que nous ayons un projet à atteindre à la coloration faite de l'indépendance. Parce que l'indépendance, c'est quelque chose de très facile, mais c'est plus facile, c'est plus difficile à construire, plus facile à construire l'indépendance que la nation béninoise à construire et qui est toujours là en germe. Il a dit non, nous n'avons rien fait. Vous n'avez pas encore posé la question. D'accord. Professeur Akora, si on dit fête de l'indépendance, est-ce que ça fait de nous des gens d'une certaine mentalité toujours plus réduite que fête nationale? Je préfère fête nationale pour les mêmes raisons que le professeur Roger Béonville. Mais, il faut dire qu'on avait droit à l'enthousiasme le 1er août 1960.
Parce que, je répète, les instituteurs qui nous tenaient ont su nous inculquer l'importance de ce changement structurel. Nous passons de colonie à État indépendant. On ne pouvait pas désigner cette fête autrement à l'époque. Mais le désenchantement est venu, comme il a dit, 3 ans après. Cela s'est matérialisé par une révolution dont les stigmates sont encore à la Bourse du Travail. Si vous allez à la Bourse du Travail, vous allez voir un monument qui montre bien qu'en 1960, le peuple dahoméen à l'époque avait manifesté. 1963, le peuple dahoméen a manifesté bruyamment son désenchantement. À partir de ce moment, la nécessité de désigner cette fête comme la fête de la nation dahoméenne puis béninoise, je crois qu'on peut dater ce changement de dénomination. Si on devrait l'adopter, je situerais son départ à partir de 1963 pour ce qui concerne notre pays. D'accord. Voilà, docteur Assogba, décrivez-nous cet enthousiasme qu'avait le Dahoméen au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça demeurait toujours le même? J'ai bien aimé ce que monsieur le ministre a dit à propos d'Abomey. Encore qu'il faut dire que Bianzin s'est rendu. Il s'est rendu face à un doc qui a fait Saint-Cyr, Bianzin qui n'a pas fait l'université mais qui a tenu la dragée haute à un officier supérieur français. Cela reste encore des documents d'archives à élaborer pour inculquer aux Béninois non pas seulement la fierté, mais quand même une forme de capacité de rationalisation pour atteindre des objectifs. Il faut lier l'enthousiasme, je pense qu'il faut bien partir du concept d'indépendance, dans la mesure où ceux qui ont pris le pouvoir à partir de 1960 n'ont jamais réfléchi à l'utilisation de la liberté pour résoudre les problèmes des citoyens et des populations. Ceux qui ont réfléchi à la liberté, à l'indépendance, ont tous été persécutés administrativement par le système colonial. Certains ont été assassinés et c'est rentré d'ailleurs dans la culture de la République, qui est entachée du sang du roi Louis XVI. Vous voyez. Donc il faut considérer que les frères Zinsou Bodé et Louis Hunkarien et autres, ce sont ceux qui ont pensé à l'utilisation de la liberté. Je ne sais pas si c'est ça que le PCD continue de perpétuer en termes d'avoir un regard autre que le regard institutionnel de l'État, qui est un État au service de l'État colonial. Il faut le reconnaître, l'État béninois, c'est un État, c'est un emprunt pour nous. Et donc, reste à définir, et monsieur le ministre l'a dit, le Solabi, c'est peut-être aujourd'hui qu'on peut le faire circuler partout. Sinon même jusqu'au temps de la Révolution, c'était pas aisé. Vous voyez un peu. Et donc, il faut puiser cet enthousiasme dans cela. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit le 14 juillet, oui, ce sont les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées qu'il y a la parade. Et les Champs-Élysées ont un sens pour le français. Quand vous prenez les Chinois, la place Tiananmen a une importance pour le jour de la victoire. Donc, l'enthousiasme, c'est surtout le sacrifice par le sang pour arracher l'indépendance, arracher le pouvoir et bouter l'envahisseur dehors. Cela n'a pas été le cas ici. Donc, moi je pense que, et c'est maintenant que je vois l'importance de notre débat, la réflexion encore de beaux jours. Parce que
et cela demeure une problématique existentielle en termes de conquête de l'indépendance d'initiative. Vous voyez un peu, face à la Banque mondiale, face au FMI qui impose leur diktat. Vous voyez un peu. Bon, et donc il faut lire l'indépendance. Cet enthousiasme, c'est ça. Et peut-être que cet enthousiasme est resté intact. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous recherchons cette capacité justement à définir les conditions de notre existence. On ne le fait pas. Et même avec le renouveau démocratique, et nous sommes rentrés sous les fourches codines du FMI, les PASS, programmes d'ajustement structurel. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de catégories socio-professionnelles qui se posent des questions par rapport à la dénomination de leur corps. Hein? Parce qu'en tant que citoyen, en tant qu'individu, hein, il ne découvre pas dans la représentation du pouvoir politique cette aisance, cette quiétude d'esprit, de ne pas avoir peur du lendemain, d'avoir un pouvoir d'achat qui reflète l'investissement de l'effort individuel ou collectif. Il y a toute cette problématique qui demeure. Et c'est bien de saisir de l'indépendance à la nation. La nation devrait récupérer justement ce besoin, hein, de nous revoir. Et le français, il faut le dire, la langue française crée toujours un biais justement entre la rencontre, un biais par rapport au passage de l'indépendance à la nation. Je pense qu'on peut le dire parce qu'on a inscrit, lorsque nous parlons français, c'est la cacophonie, mais lorsque nous nous mettons à parler nos langues nationales, hein, nous nous retrouvons à l'aise, nous nous retrouvons par rapport à ce qu'il faut faire. Et donc, cette problématique doit être prise en compte dans la question de l'enthousiasme et autres. Bon, très bien. Depuis les années 60, donc, on fête notre indépendance. Peut-être aujourd'hui, on adopte beaucoup plus la fête nationale que la fête de l'indépendance. Professeur Roger Guignonvi, les temps changent, les époques changent aussi. Les hommes ne sont plus les mêmes, même les moyens ne sont plus forcément les mêmes. Aujourd'hui, on a la technologie, ainsi de suite. Avez-vous l'impression que la ferveur à la fête nationale est restée la même? Oh, vous savez, je dirais non. Pourquoi? Le 1er août 1960, nous étions, d'après le professeur Maurice Arance-Glelet, nous étions 2 millions. D'après M. Robert Cornevin, nous étions 1,8 million. Mettons 2 millions. Je me rends compte de ces choses-là aujourd'hui, moi, à la veille, pas de mourir mes enfants. Mais je me rends compte de la façon dont tout était facile. Il n'a pas arrêté de dire mes instituteurs, ils m'ont inculqué. On n'était pas tout à fait 2 millions. À Ouida, pareil, j'ai eu des moniteurs qui m'ont tout appris. Tout était facile. Et au fur et à mesure que nous avons avancé, vous avez dit, les gens ne sont plus les mêmes. Nous sommes même passés de 2 millions à tout casser à 11 millions. Oui. Les choses sont devenues extrêmement difficiles et je regrette de faire le constat opposé à celui de mon ami en face. Je crois que l'enthousiasme est retombé. Ah bon, qu'est-ce qu'ils font le 1er août? Mais les gens ont tellement de problèmes à résoudre que même l'idée de faire la fête est passée ailleurs. Il faut qu'on résolve les problèmes. Il faut que les 6 enfants, et je ne parle pas, disons, en l'air, il faut que les 6 enfants que la jeune dame de 42 ans a toute seule en charge, il faut que ces 6 enfants mangent. Elle ne va pas les laisser mourir. Alors le défilé du 1er août à Ouida, mais faites-le sans elle. Elle ne sait même pas ce que c'est. Elle ne veut pas savoir ce que c'est. L'enthousiasme est retombé, mais il faut savoir les raisons pour lesquelles l'enthousiasme est retombé. Il a parlé de développement. Nous n'avons jamais pris le chemin du développement, sinon nous aurions balisé le terrain. Attention, dans 3 ans, nous ne serons plus 2 millions, mais 5 millions. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait des classes pour tout le monde et pour qu'il y ait à manger pour tout le monde? Ça, nous ne l'avons jamais fait. Et quand je dis nous, ce n'est pas le pouvoir, c'est nous tous. Et nous ici, on ne l'a jamais fait. On n'a pas de projet. On vit au jour le jour. Et donc l'enthousiasme est retombé.
Très bien, professeur Akora. Tout à l'heure, dans sa première prise de parole, je veux parler du professeur Roger Gbenyovi. Il parlait du premier objectif de la célébration de l'indépendance, de la fête nationale notamment. Il faut qu'on se mette ensemble. L'unité. Depuis peut-être 1963, vous avez dit tout à l'heure que c'est à partir de ce moment que le Béninois prenait conscience de ce qu'il a reçu comme indépendance. Comment est-ce que ça se fait pour qu'on ressente toujours l'unité, l'union là? Ben, vous savez, le problème essentiel, c'est qu'il y a aujourd'hui un fossé entre les pouvoirs politiques et le peuple dirigé. Et le fossé est de plus en plus grand. Et la cause, c'est que nous n'avons pas de projet mobilisateur. On n'a pas de projet autour duquel les pouvoirs politiques savent mobiliser l'ensemble de la population. Il y a eu des soubresauts dans l'histoire. En 1972, bon, il y a eu la révolution, une certaine ferveur est née, on a fait comme si on avait pris conscience. Mais très vite, la classe politique de l'époque s'est éloignée encore de ce même peuple et la paupérisation est allée grandissante. Ça, c'est totalement vrai. Ben, on dit généralement en fond... Je vais venir au secours. Une seconde, mon collègue. Oui. On avait 3 leaders qui, au lieu de s'occuper de développement, s'occupaient de disputes entre eux. Ça n'a pas changé parce que le nombre 3 est passé à 7 peut-être aujourd'hui. Donc, je pense que c'est les mêmes choses qui produisent les mêmes. En fond, on dit... Ça veut dire ceux qui peuvent plaisanter ensemble sont nécessairement 2 personnes rassasiées. Celui qui a faim et celui qui est rassasié ne peuvent pas se mettre ensemble pour plaisanter. Parce qu'ils n'ont aucune raison d'être ensemble pour plaisanter. Et la fête participe justement de cette plaisanterie-là. Et ça montre bien ce que le professeur Gbenyovi vient de dire. Vous allez faire la fête à Ouida, faites cette fête sans moi. Parce que je ne me sens pas concerné, parce que j'ai des problèmes de survie. Ce n'était pas le cas dans le Dahomey d'hier, parce que la pauvreté avait une dimension moins grande. L'écart entre le riche et le pauvre était pas ce que cela est aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est une question vitale, une question même liée à l'existence, comme le dirait le docteur Assoba. C'est effectivement une question d'existence. Et nous avons le devoir, l'impérieux, l'impératif de trouver le chemin du développement. Pour nous développer, il faut que tout le monde se mette d'accord sur des projets, sur la planification des actions à mener pour réduire la pauvreté et que tout le monde y adhère et que tout le monde consente les mêmes sacrifices de façon visible. Que tout le monde consente les mêmes sacrifices de façon visible et c'est ça seul qui doit redonner justement confiance à cette nation en construction. Très bien. Mais professeur Gbenyovi, avant de vous donner la parole, docteur Assoba, quels doivent être maintenant les nouveaux objectifs de la fête nationale? Parce qu'il est temps quand même qu'au bout de 60 ans bientôt, nous prenions conscience que la nation est à construire. Alors moi je me désole toujours de constater que il y a les gens de Banikwara. Je ne sais pas ce qu'ils font.
je ne sais pas ce qu'ils sont. Il y a les gens de Djougou, c'est déjà un peu mieux parce qu'il a le marché, etc. Nous ne nous connaissons pas. Et nous voulons nous développer. Mais ce sont deux personnes rassasiées, vient-il de dire, qui peuvent s'asseoir et plaisanter. Nous ne nous connaissons déjà pas. Et nous voulons nous développer, ce n'est pas possible. Parce que le 1er août, il n'y avait que des instituteurs et peut-être aussi des moniteurs du Sud qui allaient au Nord. Et c'est eux qui connaissaient vaguement le Nord. Mais le Nord, là, nous qui n'y allions pas, nous ne le connaissions pas. Et nous ne le connaissons toujours pas. Lorsque j'ai été ministre, j'ai fait œuvre nationale. On a inventé, je ne sais pas trop quoi là, qui n'était pas de notre ressort, colonie de vacances. Bon, vous me faites venir à Porto Novo tous les enfants du Nord. Et vous faites aller à Natitengu tous les enfants du Sud, du Grand Sud. Et attention, ils nous doivent 2 heures d'apprentissage, d'écriture de leur langue par jour. Et après, ils font ce qu'ils veulent aux frais du ministère. Hein. Ils mangent, ils dansent, ils font ce qu'ils veulent. Mais attention, je tiens à ce que aux enfants du Sud, vous fassiez voir ce que nous appelons ici la montagne, la colline. Et je tiens à ce que vous fassiez voir aux enfants du Nord la mer. Je ne sais pas, le travail a dû être fait au Nord. On a dû faire voir aux enfants du Sud la montagne. Mais on a fait voir aux enfants du Nord la mer. Et je réentends Madame Koukui, j'oublie son prénom, me dit dans mon bureau, mais il ne voulait plus partir. Je dis, mais pourquoi il ne voulait pas repartir? Maintenant, ils étaient là, à regarder la mer. Ils ont dû voir ça à la télé, ils ont dû voir ça dans les livres. Mais c'est ça la mer? Enfin, il y a beaucoup trop d'eau. Mais rien que ça, nous ne nous connaissons pas. Alors, il faudrait que, à l'occasion du 1er août, qui ne doit pas durer seulement un jour, mais qui peut prendre une semaine, on ne se reposera pas toute la semaine, l'État prenne le soin d'un brassage, disons, de la population qui se faisait naturellement dans les collèges et qui ne se fait plus depuis la réforme grosse tête d'Ossiovo, qui a bien fait de rapprocher les collèges où on doit faire le BPC et même le bac des apprenants, mais on n'a pas pensé, et c'est là notre faute, camarade. Pardon, vous n'avez pas été révolutionnaire. C'est là notre... Nous ne pensons jamais, nous n'avons pas de projet. Nous rapprochons l'école de l'apprenant, c'est très bien, mais en faisant cela, nous séparons l'apprenant du Sud, l'apprenant de Ouida, là, nous le séparons de l'apprenant d'Abomey, de l'apprenant de Natitengu, de l'apprenant de Djougou, qu'il rencontrait en préparant le BPC. Qu'est-ce que nous allons faire désormais pour que, rapprochant l'apprenant de Ouida de son BPC, nous ne le séparions pas de celui avec qui, venu du Nord, venu de Toukou, venu de Tukuntuna, il préparait le BPC, il préparait le bac. Il y a aussi la question démographique. Tous les amis que moi j'ai aujourd'hui, et qui sont du Nord, mais nous sommes connus sur les bancs du séminaire. Et quand nous nous rencontrons, les vieux souvenirs, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Du séminaire, bien entendu. D'accord. Docteur Soba, que doit-on faire aujourd'hui de notre fête nationale, si tant est qu'on tient à la maintenir dans la tradition, puisque depuis 1789, la France continue de célébrer le 14 juillet. Si on doit continuer, quels doivent être nos objectifs désormais? Pourquoi on ne continue plus à dire, oui, on n'est plus indépendant, on n'est plus dépendant, on n'est plus dépendant? Vous savez, c'est un honneur pour moi aujourd'hui parce que je suis avec mes anciens. Ils me restituent un peu ce que je n'ai pas pu découvrir dans les livres. Oui. C'est peu de choses. Vous prenez le ministre Gbenyovi, lui-même est un gâchis. Expliquez-nous. De cette république. Je sais que lorsqu'il était ministre, il s'est amusé à recenser toutes les lois et autres décisions qui ont été prises. Et il est arrivé à la conclusion que les textes ne sont pas respectés. Si nous nous étions appropriés, par exemple, le Conseil de République, ce qu'on fait, on aurait pu créer la loi Gbenyovi et le mettre à la tête d'une agence Me rendre immortel. pour qu'il soit
le recteur de la rationalisation de la République, des comportements de l'administration au service des administrés, un certain nombre de choses, et l'existence de cette République eût été autre. Voilà ceux-là, vous prenez le professeur Akora, ce sont des morts vivants, c'est-à-dire des acteurs qui ne sont pas utilisés par la République. Et la République préfère toujours des expatriés, des experts venus d'ailleurs, qui n'ont pas mangé le gari, qui n'ont pas mangé le yam pilé, mais qui viennent nous imposer les projets, les lois de ce qu'ils ont mangé. Et donc nous transformons... Peut-être pas imposer, peut-être que le verbe est trop fort, peut-être. Parce qu'on fait aussi nos choix librement. Non, il y a aussi cette liberté d'accepter, de se faire imposer quelque chose. C'est une dialectique. Mais cela dit, en passant, vous voyez, nous ne désespérons pas, nous, de cette génération. C'est pourquoi, vous savez, cette République évolue à reculons. Comment ça? Des catégories héritées de la philosophie, héritées de l'histoire coloniale et autres, tout doucement, nous retournons à nos valeurs endogènes. Si aujourd'hui, on peut voir Vaudou à la télé et que les chefs endogènes sont associés d'une certaine manière au niveau de la décentralisation à certaines choses, tout doucement, nous allons arriver à... Et c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. Comment faire cette jonction entre le Vaudou, qui était une république avant la lettre. D'accord. D'accord? Oui. Mais par rapport à notre génération et par rapport à moi, à mes centres d'intérêt, il faut élever le Vaudou au niveau de la pensée. On parle de la pensée du Vaudou pour favoriser justement la prise en compte de cet enthousiasme au plan de la nation. Très bien. Et c'est pourquoi moi, je finis par dire que la nation existe. La nation ne sera pas décrétée après avoir lu des cartes ou bien avoir lu des auteurs occidentaux. La nation existe. Son Excellence en a parlé. D'accord. Cette amitié tissée sur les Blancs, etc. C'est déjà la nation. Reconnaissons-la. D'accord. Et allons maintenant faire confiance à nous-mêmes. Très bien. Quand je vous ai suivi, la phrase selon laquelle le Bénin évolue à reculons, c'est peut-être que le Bénin retourne aux sources, peut-être. Parce qu'on aurait pu prendre ça au sens premier du terme. Alors, rapidement, professeur, bienvenue à Kora. La suite maintenant. En fait, on va dire, on célèbre la fête nationale, mais que doit-on en faire? Ben, écoute, on doit en faire une manifestation culturelle. D'accord. Et nous convaincre que c'est la culture qui est le fil conducteur du développement. Il faut absolument que nos cultures endogènes s'approprient ce qu'on appelle aujourd'hui modernité. Oui. Et cela ne peut se passer correctement que dans un dialogue avec la culture française qui nous a été imposée. Et c'est pour cela que moi je continue de croire que seule l'introduction de nos langues nationales à l'école, seule cette activité pourra nous permettre d'instaurer un dialogue avec nous-mêmes, entre nous et nous-mêmes, et les choix que nous impose la modernité, ce qu'on appelle modernité. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir de ce moment, si nos langues sont enseignées à l'école, je suis sûr que nous allons retrouver le chemin qui conduit à notre renaissance culturelle. Et c'est cette renaissance culturelle qui va porter notre indépendance et notre développement.